J'ai disparu sans un mot, convaincu qu'elle m'avait oublié, jusqu'au jour où elle est revenue et a tout changé. Le ventilateur de plafond tournait encore quand je suis revenu. C'est la première chose que j'ai remarquée. Pas la poussière, pas les cartons, pas l'odeur de mon passé qui pourrissait dans la moquette. Le ventilateur, tournant simplement, lentement, sans but, comme s'il m'attendait. Je n'avais pas mis les pieds dans cet appartement depuis plus d'1 an. Pas depuis que j'étais parti avec un sac à dos, un téléphone à moitié mort et aucun plan. Je n'avais même pas fermé les stores. Je suis juste parti discrètement, lâchement, comme un raton laveur se faufilant hors d'une benne à ordures. Je ne lui ai rien dit. Je n'ai pas laissé de mots. Je me suis volatilisé de ma propre vie. Je pensais que si je disparaissais assez radicalement, je pourrais peut-être me convaincre que je n'avais jamais existé ici. Mais le ventilateur tournait encore. Ça m'a rendu malade. Je suis resté dans l'embrasure de la porte plus longtemps que je n'aurais dû, à fixer les pales. Elle grinçait à chaque 4e rotation. Ça la rendait folle. Elle disait que c'était comme si l'appartement essayait de lui murmurer des choses en morse. J'en riais. Maintenant, on aurait dit que c'était à moi qu'il murmurait. Je ne suis pas revenu parce qu'elle me manquait. Je ne suis pas revenu parce que j'avais de l'espoir. Je suis revenu parce que j'ai fait un cauchemar où cet endroit était rempli d'eau et où son corps flottait près du plafond. Je me suis réveillé en sursaut, pensant l'avoir entendu prononcer mon nom. Pas avec amour, pas avec colère, juste comme une question. Je ne savais pas à quoi m'attendre. Peut-être une pièce vidée de son odeur. Peut-être son fantôme. Peut-être la police m'attendant avec un « Eh, l'ami, on dirait que tu as oublié tes responsabilités. » Mais à la place, j'ai trouvé le silence et le ventilateur. J'ai laissé tomber mon sac. L'écho m'a fait peur. Le seul meuble qui restait était la chaise qu'elle disait toujours détester, mais dont elle ne s'était jamais débarrassée. Elle était toujours tournée vers la fenêtre, comme si elle pouvait entrer à tout moment et s'asseoir. Prétendre que je n'étais jamais parti. Me demander ce que je voulais pour le dîner comme si de rien n'était. J'ai tendu la main vers l'interrupteur et c'est à ce moment-là que j'ai entendu frapper. 3 coups légers. Mon cœur a fait un bond. Je n'avais dit à personne que je revenais. Pas une âme. L'électricité n'était même pas censée être allumée. J'ai marché vers la porte comme si j'étais sous l'eau. Et quand j'ai ouvert, elle était là. Pas une hallucination, pas un souvenir. Tessa, les mêmes yeux, le même silence. Mais cette fois, c'est elle qui tenait la lettre. La lettre que je n'ai jamais envoyée. Celle que j'avais laissée sur la table de la cuisine le jour de ma disparition. Elle n'a pas parlé. Et je ne pouvais plus respirer. Elle n'aurait pas dû savoir que j'étais là. C'est ce que mon cerveau n'arrêtait pas de hurler alors que je restais figé dans l'embrasure de la porte, face à la femme que j'avais abandonnée sans un seul mot. J'avais tout changé. Mon numéro, mon adresse postale, même ma foutue coupe de cheveux. J'utilisais un faux nom sur les papiers de location. Je m'étais assuré qu'on ne puisse pas me trouver. Et pourtant, d'une manière ou d'une autre, elle m'avait trouvé. Pas des mois plus tard, pas après une longue poursuite, mais le jour exact de mon retour. J'ai voulu demander comment. J'ai voulu le hurler, en fait, mais ma bouche était pleine de sable et mes pensées se bousculaient. Au lieu de ça, tout ce que j'ai réussi à dire, c'est « Pourquoi ?» Elle n'a pas répondu tout de suite. Elle a juste regardé au-delà de moi, dans l'appartement, ses yeux balayant l'endroit comme si elle vérifiait si j'avais réarrangé les fantômes. Puis, tenant toujours l'enveloppe jaunie que j'avais laissée derrière moi, elle est passée devant moi sans permission et s'est assise dans cette même chaise détestée près de la fenêtre. Je ne l'ai pas arrêtée. Je ne pouvais pas. Elle semblait plus mince, pas malade, mais comme si quelque chose la vidait de l'intérieur. Ses cheveux étaient plus longs, mais elle les portait en un chignon désordonné qui ne lui allait pas. Et elle portait le manteau rouge, celui que je lui avais acheté à Portland, celui qu'elle avait juré ne jamais porter parce qu'elle n'aimait pas les couleurs spectaculaires. Elle tenait la lettre sur ses genoux comme si elle était radioactive. Je pouvais voir le bord de mon écriture négligée dépasser du pli. Elle ne l'avait pas ouverte. Pas encore. Je ne l'ai pas lu, dit-elle finalement à voix basse. Je l'ai gardé, mais je ne l'ai pas lu. Je ne savais pas ce que ça signifiait. Était-ce censé être de la pitié? Un avertissement? La preuve qu'elle tenait encore à moi. Je voulais m'asseoir, tout lui demander, ne rien dire, claquer la porte et m'enfuir, tout ça à la fois.
Au lieu de ça, je suis juste resté là comme un portier brisé, ne sachant pas si je laissais quelqu'un entrer ou si je me regardais être mis à la porte. Tu n'étais pas censé revenir ici, ajouta-t-elle. Sa voix était plus plate maintenant, plus terne, comme si elle lisait un script qu'elle avait trop de fois répété dans sa tête. Je n'avais pas l'intention de le faire, ai-je dit, et ça sonnait pathétique. J'ai fait un rêve. J'avais besoin de vérifier. Elle hocha lentement la tête comme si cela expliquait quelque chose. Puis elle baissa les yeux sur la lettre, passant ses doigts le long du bord. Tu es parti pendant 504 jours, dit-elle. J'ai compté. Mon souffle se coupa. Pas 5 cents. Pas un peu plus d'un an. Pas depuis le printemps dernier. 504, c'était si précis, si troublant d'exactitude que mon estomac se tordit. Elle n'était pas là pour tourner la page. Elle n'était pas venue pour me crier dessus ou pour pleurer dans mes bras. Elle était venue pour une raison, une qu'elle n'avait pas encore dite, et j'étais terrifié de découvrir laquelle. Ses yeux ont finalement croisé les miens. Tu es parti en pensant connaître la vérité, dit-elle. Mais tu avais tort, et je ne suis pas venu ici pour arranger les choses. Je suis venu parce que c'est à ton tour de porter le fardeau. Puis elle posa la lettre sur le rebord de la fenêtre et se leva. Je veux que tu la lises maintenant. Et sur ce, elle sortit. Pas d'étreinte, pas de crise, pas de pause dramatique, juste partie. Et je suis resté là, à fixer la même enveloppe avec laquelle je l'avais autrefois abandonnée. Sauf que maintenant, elle ressemblait à un pistolet chargé. Je n'ai pas touché l'enveloppe pendant 2 heures. Je me suis contenté de la fixer, toujours posée sur le rebord de la fenêtre comme un défi. Le même papier, le même coin corné. Je me souvenais de l'avoir plié trop vite, les doigts collants de colle à bois, de la sueur sous les ongles. J'avais écrit cette lettre avec les mains sales. Et maintenant, elle était là comme une relique maudite, comme si elle avait attendu tout ce temps pour devenir dangereuse. L'appartement était plus sombre maintenant. Le soleil avait plongé derrière les immeubles voisins, projetant de longues ombres tristes sur le sol. Le ventilateur de plafond tournait toujours, un murmure lent et hypnotique en arrière-plan, et la chaise où elle s'était assise grinçait légèrement chaque fois que le vent soufflait par la fenêtre fissurée. Je me suis assis par terre, le dos contre le mur, les genoux relevés comme un enfant essayant de disparaître. Ma poitrine était à la fois vide et lourde. Il y avait si longtemps que je n'avais pas pleuré que mon corps avait oublié comment faire, mais je sentais quelque chose presser derrière mes yeux, comme si ça frappait. Tout ce que je n'arrêtais pas de penser, c'était, elle n'est pas venue ici pour me pardonner. Elle n'est pas venue ici pour me faire du mal non plus. Non, c'était pire que ça. Elle est venue pour transférer quelque chose de lourd, quelque chose d'horrible. Et elle l'a fait sans crier, sans accuser, sans même élever la voix. Ça me terrifiait plus que tout. Finalement, mes genoux ont cédé et je me suis levé. Mes mains tremblaient alors que je tendais le bras vers la lettre. Elle n'était même plus scellée. Le rabat s'était détaché, comme s'il avait vieilli avec la culpabilité. J'ai sorti le papier, l'ai déplié lentement et j'ai regardé ma propre écriture. Erratique, penchée, pathétique. Tessa, je n'ai pas les mots. J'ai essayé. J'ai réécrit ça 5 fois, mais rien de ce que je dis ne me rend moins lâche. Tu ne mérites pas d'entendre ça dans une lettre, mais je ne peux pas te faire face. J'ai vu les messages. Je l'ai vu, lui. Je sais. Et peut-être que c'est moi qui t'ai poussé. Peut-être pas. Mais je sais que je ne peux pas rester. Je ne sais plus qui tu es. Je ne sais plus qui je suis quand je suis avec toi. Je t'aime. Je déteste ça. Je suis désolé. Ne me cherche pas. S'il te plaît, Finn. C'était tout. C'est tout ce que je lui avais laissé. Une faible supposition. L'échappatoire d'un enfant. Et maintenant, je la relisais comme un homme ouvrant sa propre tombe. Mais voilà le truc. Elle a dit qu'elle ne l'avait pas lue. Elle l'avait portée tout ce temps, mais ne l'avait jamais ouverte. Ce qui signifiait qu'elle ne savait pas ce que j'avais vu. Elle ne savait pas pourquoi j'étais parti. Ce qui signifiait, de quoi diable parlait-elle? Je me suis rassis dans la chaise, la lettre tremblant dans ma main, le cœur battant contre mes côtes comme s'il voulait sortir. J'ai commencé à tout repasser en revue, chaque moment, chaque silence, chaque regard de travers que j'avais mal interprété. Qu'est-ce que j'avais manqué? Que pensait-elle qu'il s'était passé ce jour-là?
Et pourquoi a-t-elle dit que c'était à mon tour de porter le fardeau? Je ne l'avais pas revue depuis. Pas de message, pas de retour à la porte. Juste un fantôme au timing parfait qui est venu me remettre quelque chose d'invisible puis s'est évanoui dans la nuit comme un mythe. Mais elle savait quelque chose que je ne savais pas. Et cette lettre, ma lettre, n'était que la moitié de l'histoire. Je ne sais pas ce qui me faisait le plus peur. Le fait qu'elle soit apparue ou le sentiment que ce n'était que le début. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Pas même une minute. J'étais allongé par terre parce que le canapé avait disparu et que le lit ne me semblait plus être le mien. Le ventilateur au-dessus de moi continuait de tourner, comme s'il se fichait que le monde ait basculé. Ma lettre était à nouveau pliée sur le rebord de la fenêtre. Et chaque fois que je fermais les yeux, je voyais son visage. Pas le visage dont je me souvenais de tous ces dîners silencieux ou de ces matins ensommeillés. Non, je voyais le visage de la nuit dernière. Vide, épuisé, chirurgical. Elle m'avait regardé comme quelqu'un qui examine une blessure qui ne se referme pas. À 5h42, j'étais assis devant l'appartement, un café dans une main, le téléphone dans l'autre, fixant ses coordonnées, le numéro que je m'étais dit avoir supprimé mais que j'avais trop bien mémorisé pour l'oublier. Je ne l'avais pas utilisé depuis plus d'1 an. Que allais-je bien pouvoir dire? Salut, je me demandais juste ce que tu voulais dire quand tu as fait voler mon monde en éclats et que tu es parti. Mais je n'ai pas eu à me poser la question longtemps. À 6h13, un SMS est arrivé. Pas de nom, juste un numéro local que je ne reconnaissais pas, tu n'as pas demandé qui il était. J'ai laissé tomber le téléphone. Pas métaphoriquement. Il m'a littéralement glissé des mains et a atterri écran contre le béton. Mon cœur a cogné si fort que je l'ai senti dans mes gencives. Elle savait. Elle savait que j'avais vu quelque chose à l'époque. Que j'étais parti à cause de quelqu'un. Et pourtant, la nuit dernière, elle avait dit qu'elle n'avait pas lu la lettre. Alors comment le savait-elle? À moins qu'elle n'ait menti. J'ai appelé le numéro. Pas de réponse. J'ai réessayé. Messagerie vocale. Pas de nom, juste la voix mécanique d'un système qui se fichait des vies ruinées. Je n'ai pas laissé de message. Je suis juste resté assis là, le téléphone pressé contre mon front, essayant de me souvenir si j'avais jamais réellement confirmé l'infidélité ou si je l'avais juste supposé parce que je ne supportais plus de ne pas être aimé bruyamment. Et si j'avais eu tort? Et si je l'avais quitté sur une théorie? C'est alors que le deuxième SMS est arrivé. Tu as toujours cherché la pire explication, Finn. Tu ne m'as jamais donné la chance d'en offrir une meilleure. Je l'ai fixé pendant ce qui m'a semblé être 1 heure. C'était elle. Ça devait être elle. Personne d'autre n'aurait dit quelque chose comme ça. Personne d'autre ne savait avec quelle facilité la culpabilité s'insinuait sous ma peau comme une tique. Mais quand même, quelque chose n'allait pas. Si elle voulait des éclaircissements, pourquoi maintenant? Pourquoi pas 1 semaine après mon départ? 1 mois? Pourquoi me retrouver maintenant, 504 jours plus tard, juste pour lâcher une bombe de culpabilité et s'en aller comme un prophète? Je n'avais pas de réponse. Alors, je suis retourné à l'intérieur. La lettre était là où je l'avais laissée, mais maintenant elle semblait plus lourde, comme si elle se moquait de moi. Je l'ai dépliée à nouveau, relisant ma propre lâcheté. Mais cette fois, quelque chose a attiré mon attention que je n'avais pas remarqué auparavant. Dans le coin inférieur droit de la page, il y avait quelque chose de faible. Une seule indentation courbe dans le papier, comme si un ongle s'y était enfoncé, comme si quelqu'un l'avait serré trop fort, essayant de ne pas pleurer ou de ne pas crier. Et puis je l'ai vu, à peine visible à la lumière, un numéro griffonné au crayon, presque effacé. Chambre 317. Ce n'est pas moi qui ai écrit ça. C'est elle. Et je ne savais pas de quelle chambre, ni où, ni pourquoi. Mais j'ai soudain su une chose avec certitude. Ce n'était pas fini. Ce n'était pas du regret. C'était une piste de miettes de pain. Et d'une manière ou d'une autre, je venais de faire le premier pas dans une histoire que je pensais avoir déjà terminée. J'ai passé les 4 heures suivantes à chercher une chambre qui n'existait pas. Le numéro me hantait. Je l'ai fixé jusqu'à ce qu'il me semble gravé dans ma rétine. Chambre 317. Écrit si légèrement que j'ai failli me convaincre que c'était un accident. Mais quelque chose au fond de ma poitrine me disait que ce n'était pas le cas. Tessa ne faisait pas les choses par accident. Chacun de ces silences avait une forme, une intention.
Elle voulait que je voie ce numéro. Elle voulait que je le suive, alors je l'ai fait. Il n'y avait que 3 endroits auxquels je pouvais penser. D'abord, l'hôtel où nous avions séjourné une fois pendant un blizzard en rentrant du mariage de sa cousine. J'ai conduit 1 heure pour y aller, seulement pour découvrir qu'il avait été démoli l'automne dernier. Ensuite, l'hôpital où sa sœur avait travaillé. J'ai inventé un mensonge sur le fait de rendre visite à quelqu'un. J'ai erré dans les couloirs comme un fantôme, essayant de ne pas avoir l'air de faire du repérage, mais il n'y avait pas de chambre 317. Les numéros passaient de 316 à 318, comme une mauvaise blague. Au moment où je suis arrivé au 3e endroit, son ancien campus, mes mains tremblaient. L'université était principalement fermée pour les vacances d'été, mais je connaissais les bâtiments. Je me souvenais d'avoir marché dans ces couloirs avec elle une fois pendant qu'elle me racontait tout ce qu'elle allait faire de sa vie. Elle voulait enseigner l'écriture créative, changer des vies, être le professeur qui écoutait vraiment. Ce rêve ne s'est jamais réalisé. Du moins, pas tant que j'étais dans le tableau. J'ai trouvé mon chemin jusqu'au bâtiment des sciences humaines, celui avec les planchers qui craquent et les interrupteurs qui bourdonnent. 3e étage, chambre 317. Sauf qu'il y avait un problème. Ce n'était pas une salle de classe. Elle n'était même pas étiquetée. La plaque numérotée avait été grattée et remplacée par un petit autocollant de travers qui disait simplement « Rangement ». La porte était verrouillée. Bien sûr qu'elle l'était. Je suis resté là, transpirant à travers ma chemise, à fixer la porte comme si elle pouvait cligner des yeux. J'ai frappé 1 fois, 2 fois, rien. J'ai collé mon oreille contre elle. Silence. Pas le genre de silence calme, le genre de silence mort. Comme s'il n'y avait rien du tout derrière cette porte. Pas même de l'air. Je ne sais pas combien de temps je suis resté là, la main planant au-dessus de la poignée, le cœur hurlant quelque chose que je ne pouvais pas tout à fait traduire, mais je savais que je ne pouvais pas entrer par effraction. Pas encore. Pas sans savoir dans quoi je m'engageais. Alors, je suis reparti, redescendant ces couloirs résonnants, sortant dans l'air lourd de l'après-midi qui semblait me détester. Et c'est là que j'ai reçu le 3e SMS. Pas de nom, pas de ponctuation. Tu n'as jamais demandé ce qui s'est passé après ton départ. Je l'ai fixé pendant un long moment, debout sur le trottoir devant un bâtiment qui aurait pu contenir quelque chose ou rien du tout. Ces messages n'étaient pas en colère. Ils n'étaient même pas cryptiques. Ils étaient mesurés. Chacun comme une lame creusant lentement un trou là où se trouvait autrefois ma certitude. Le pire, c'est qu'elle avait raison. Je n'ai jamais demandé. Je n'ai jamais voulu savoir ce qui s'était passé après mon départ parce qu'au fond de moi, je croyais qu'elle méritait toute la douleur qui en découlait. Je pensais que j'étais le blessé, le trahi, la victime. Mais maintenant, cette croyance pourrissait. J'ai marché 3 miles pour rentrer chez moi. Je n'ai pas pris le bus. Je n'ai pas appelé un ami. J'avais besoin de la douleur dans mes jambes pour me distraire de la douleur entre mes côtes. Quand je suis revenu, il y avait une enveloppe glissée sous ma porte. Pas de nom, juste une ligne écrite sur le devant avec le même crayon doux. S'il te plaît, arrête de prétendre que tu étais le seul à être brisé. Je ne l'ai pas ouverte. Pas encore. Parce que je commençais à réaliser que ce n'était pas une question qu'elle me pardonne ou que je lui pardonne. C'était une question de vérité. Et peut-être, juste peut-être, que j'étais celui qui avait passé les 504 derniers jours à croire au plus grand mensonge de tous. Je suis resté assis avec l'enveloppe sur mes genoux pendant plus d'1 heure avant de l'ouvrir. Non pas parce que j'avais peur de ce qu'il y avait à l'intérieur, mais parce que je le savais déjà. De la même manière qu'on sait qu'un orage approche avant d'entendre le tonnerre. Que quoi que je trouve là-dedans, cela allait fendre quelque chose en moi qui ne pourrait plus être refermé. Le papier était fin, jauni sur les bords comme s'il avait été trop manipulé. Il y avait 3 feuilles à l'intérieur. La première était une liste manuscrite. Soignée. Datée. 10 juin. Ta mère a appelé. Je n'ai pas répondu. 13 juin. Annuler le bail. Ils n'ont pas demandé pourquoi. 18 juin. Jeter ta brosse à dents. Pleurer après. 3 juillet. Vérifier la rivière. Je devais le faire. Cette dernière ligne, vérifier la rivière, m'a glacé le sang. J'ai fixé les mots, incapable de traiter ce que je lisais. Je suis passé à la 2e page. Ce n'était pas une lettre.
Ce n'était même pas pour moi. C'était une transcription. Une transcription de thérapie. Je pouvais le dire à la structure, ces mots, les notes d'un thérapeute entre parenthèses, de longues pauses. Certaines phrases étaient noircies au marqueur, mais pas bien. Je pouvais encore lire à travers l'encre si je plissais les yeux. Il est parti sans dire au revoir. Pause. 5 secondes. Je ne l'ai pas trompé. Il pensait que si. C'était peut-être plus facile pour lui que de me demander pourquoi j'avais arrêté de le toucher. Larmes. La cliente se couvre le visage. J'ai arrêté de le toucher parce que j'avais peur qu'il le sente. La grosseur. Je l'ai trouvé en avril. Je ne lui ai jamais dit. J'ai laissé tomber la page. Je l'ai physiquement laissé tomber comme si elle m'avait brûlé. Mon premier instinct a été de nier. De rationaliser, de me dire que ce n'était pas réel, mais je connaissais son écriture. Et je me suis souvenu de ce printemps-là, comment elle avait commencé à porter des pulls amples même quand le temps se réchauffait. Comment elle tressaillait quand je touchais son côté gauche. Comment elle souriait trop fort à mes mauvaises blagues, comme si elle jouait le rôle d'une personne en bonne santé juste assez longtemps pour que je ne le remarque pas. Je l'avais remarqué. Je ne voulais juste pas demander. Et donc, j'ai inventé ma propre explication. Un amant, une trahison, quelque chose que je pouvais haïr au lieu de quelque chose que j'aurais à pleurer. La 3e page était blanche, à l'exception d'une seule phrase au milieu. Il ne m'a pas quitté. Il a quitté ce qu'il avait peur de voir. Je ne sais pas combien de temps je suis resté assis là, penché en avant, tenant ces pages comme les preuves d'un crime que j'avais commis sans jamais m'en rendre compte. Mon esprit tournait en boucle, creusant des tranchées dans le même souvenir encore et encore, essayant de déterminer combien de cela je me souvenais réellement et combien j'avais réécrit pour me faire passer pour la victime. Parce que c'est ce que j'avais fait, n'est-ce pas? J'avais pris son silence, sa distance, sa douleur, et je l'avais transformé en une narration qui m'arrangeait. Une où j'étais celui qui avait le cœur brisé, le trahi, la figure tragique. Mais en réalité, j'avais été quelque chose de pire. J'avais été volontairement aveugle, un lâche avec assez de fierté pour l'abandonner plutôt que d'affronter ce que son corps pourrait révéler. Et c'est peut-être pour ça qu'elle a frappé à ma porte. Pas par vengeance, pas par pitié, mais pour me rendre la vérité, dentelée et chaude comme le sang, pour que je puisse la porter pour une fois. Parce qu'elle l'avait portée seule pendant 504 jours. Maintenant, elle était à moi. Et alors que j'étais assis là, entouré de papier, de poussière et du ventilateur qui tournait au-dessus de ma tête, j'ai réalisé autre chose. La chambre 317 ne contenait pas de secret. C'était moi, le secret. Et maintenant, ce secret était réveillé. Je ne me souviens pas de m'être endormi. Mais je me souviens de m'être réveillé. Il faisait noir. Le genre de noir qui vous fait oublier l'heure qu'il est. L'air était immobile, comme si l'appartement lui-même avait cessé de respirer. Le ventilateur était éteint. C'est le silence qui m'a réveillé. Je me suis redressé sur le sol, un papier collé à ma joue, désorienté et en sueur. L'enveloppe était tombée du rebord de la fenêtre. Mes propres mots éparpillés à côté des siens comme des pièces de puzzle de boîtes différentes. J'ai cherché l'interrupteur. Rien. Le courant était coupé. J'ai attrapé mon téléphone. 1h44, 2 appels manqués. Numéro inconnu. Numéro inconnu. Et un nouveau message. Pas de texte. Juste une photo. Elle était floue. Prise en mouvement, mais je savais ce que c'était. Je voyais un couloir. Ce même 3e étage du bâtiment des sciences humaines, la vieille porte rayée, chambre 317. La photo était prise de l'intérieur de la pièce. Je ne pouvais plus respirer. La personne qui l'avait envoyée avait accès, ce qui signifiait soit qu'elle avait la clé, soit que quelqu'un d'autre était à l'intérieur maintenant, et qu'il voulait que je le sache. J'ai enfilé un sweat à capuche, à peine lacé mes chaussures, et je suis sorti en courant de l'appartement. Les rues étaient mortes. Le vent froid sur mon visage comme une punition. Je n'ai pas arrêté de bouger. Je n'ai pas réfléchi. Je n'ai cessé de répéter une seule pensée. Tu l'as abandonné. Tu n'as pas le droit de t'enfuir à nouveau. Quand je suis arrivé, le bâtiment était fermé à clé. Bien sûr, mais la fenêtre latérale était fissurée. Vieille sécurité, à peine fonctionnelle. Je l'avais vu se faufiler par là une fois, riant, ivre de vin en cubi et de poésie.
J'ai suivi le même chemin. Je me suis coupé le bras sur le rebord. Je m'en fichais. Le couloir sentait le vieux papier et le détergent. J'ai monté les escaliers 4 à 4. 3e étage. Mêmes ombres. Même silence bourdonnant. Chambre 317. Déverrouillé. J'ai poussé la porte lentement. Pas de grincement dramatique. Pas de musique d'ambiance. Juste un léger clic lorsque la porte a cédé. À l'intérieur. Ce n'était pas un placard de rangement. Plus maintenant. La pièce avait été vidée. Pas de boîte. Pas d'étagère. Juste une seule chaise au centre et une table avec quelque chose posé dessus. Un caméscope. Vieux modèle du milieu des années 2000, le pack de batteries scotché sur le côté. À côté, une pile de mini-cassettes étiquetées, datées. Je me suis approché, le cœur battant si fort que je le sentais dans ma gorge. Une cassette était déjà chargée. Il y avait un post-it dessus. Appuie sur lecture. Écoute, simplement. Mes doigts ont hésité, tremblant légèrement au-dessus des boutons usés. Je ne voulais pas savoir. Je ne voulais pas savoir. Toute mon identité avait été construite autour d'une version d'elle que je pouvais gérer. Une version qui justifiait ma fuite. Mais maintenant, j'étais là et elle m'avait ramené pour une raison. J'ai appuyé sur lecture. Le caméscope a sifflé. De la neige. Puis sa voix, plus calme, plus jeune, plus claire que dans mon souvenir. 25 juin. Je crois que je l'ai accepté. C'est réel. Le diagnostic. Ils m'ont dit aujourd'hui que ça ne s'est pas encore propagé, mais que j'aurai bientôt besoin d'une opération. Je ne l'ai pas dit à Finn. Je n'arrête pas de me dire que si j'attends un jour de plus, je trouverai peut-être une meilleure façon de le dire. Ou peut-être que je n'aurai pas à le faire. Il s'éloigne déjà. Il m'imagine déjà avec quelqu'un d'autre. C'est peut-être plus facile pour lui que de m'imaginer malade. Il a besoin d'un méchant, pas d'une patiente. Et si je disparais, au moins, il aura une histoire qui a du sens pour lui. J'ai mis sur pause. Je ne pouvais pas continuer à écouter, car chaque mot était un coup de poing dans les côtes. Elle savait. Elle avait su exactement comment j'allais réécrire son silence. Et au lieu de se battre, elle m'a laissé partir. Elle m'a laissé croire que c'était une trahison parce que cette version d'elle était plus facile à abandonner pour moi. Elle m'a donné la permission de la haïr parce qu'elle m'aimait à ce point. Je suis tombé dans la chaise, étourdi. Le caméscope bourdonnait encore faiblement. Les cassettes, une pile entière, étaient intactes. Combien y en avait-il d'autres? Combien d'entrées avait-elle enregistrées, documentant la manière lente et cruelle dont j'avais disparu de sa vie? Et pourquoi les laisser maintenant? Pourquoi me ramener dans cette pièce, à cette preuve, après si longtemps? C'est là que j'ai vu la dernière note, collée sous la chaise. Elle était à peine éclairée, mais je pouvais distinguer l'écriture. La vérité, ce n'est pas ce dont tu te souviens. C'est ce que tu es prêt à admettre. Je n'ai pas pleuré, non pas parce que j'étais fort, mais parce que j'étais enfin vide. Je suis resté dans cette pièce jusqu'au lever du soleil. Je n'ai pas regardé toutes les cassettes. Je ne pouvais pas. Pas encore. C'était comme traverser le musée de quelqu'un que j'avais connu autrefois et que je ne méritais pas. Mais je suis resté avec elle. J'ai touché chacune d'entre elles. J'ai lu les dates. Elles couvraient près d'1 an. Tout après mon départ. Elle n'avait jamais essayé de me trouver. Pas par des amis, pas par la famille, pas directement, mais elle s'était enregistrée. La douleur, le traitement, la solitude, les moments de joie si petits qu'ils tenaient à peine entre les mots. Et elle avait attendu, non pas pour se venger, non pas pour tourner la page, mais pour ça, pour que j'écoute. Et maintenant, je l'avais fait. J'ai ramené les cassettes à la maison, toutes. Je les ai délicatement placées dans une boîte à chaussures et j'ai écrit « À nous » sur le couvercle au marqueur noir. Puis j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis plus de 500 jours. J'ai pris le téléphone et je l'ai appelé. Pas de jeu, pas de préambule, pas de fierté. Elle a répondu à la 2e sonnerie. Sans hésitation, comme si elle m'attendait. Aucun de nous n'a parlé au début, juste nos respirations. Juste un silence qui, pour une fois, n'était pas cruel. Finalement, je l'ai dit. Je suis prêt à te connaître à nouveau.
Si tu me le permets. Elle n'a pas pleuré. Je crois qu'elle avait déjà versé toutes ses larmes avant même que je ne trouve le moyen de me montrer. Elle a juste dit, d'accord. C'était il y a 3 mois. Depuis, nous nous sommes vus 3 fois. Sans pression, sans prétendre que nous sommes les mêmes personnes qu'avant. Elle est en rémission maintenant. Elle me l'a dit lors de la 2e visite, autour d'un croque-monsieur et d'une soupe à la tomate, de la même manière que certaines personnes mentionnent un rendez-vous chez le dentiste annulé. Elle ne m'a jamais blâmé. Pas une seule fois. C'était la partie la plus difficile. Mais elle a dit quelque chose que je n'oublierai pas, tu n'auras plus jamais à me réécrire. Demande, simplement. Alors je le fais. Chaque semaine, je demande un peu plus. Ce qui s'est passé, comment elle s'est sentie, ce que j'ai manqué, ce qu'elle a porté seule. Et parfois, nous nous asseyons simplement en silence, côte à côte, sans nous toucher, sans en avoir besoin, parce que cette fois, le silence ne cache rien. C'est juste du repos. Le week-end dernier, je lui ai apporté une nouvelle chaise. Une qu'elle ne détestait pas. En noyer, aux angles doux, avec un tissu qu'elle avait choisi elle-même. Je l'ai laissé près de sa fenêtre. Je n'ai pas dit un mot. Elle a souri, comme si c'était la bonne sorte de phrase inachevée. Et cette fois, avant de partir, j'ai dit au revoir, doucement, mais je l'ai dit. Et elle a répondu, à dimanche prochain.